à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme de cette toute première émission de l'année 2023 de l'actualité évidemment, et cet entretien de l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, au journal Politico. Un entretien qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui et dans lequel le directeur met en garde la communauté contre les ambitions spatiales chinoises. On va y revenir dans notre séquence Le Call Actu. Et puis Cocorico, deux startups françaises ont pu mettre en orbite leur charge utile avec succès cette semaine grâce à SpaceX. Il s'agit d'Unseen Labs et de Gamma. Nous aurons en ligne Louis de Gouillon-Matignon, cofondateur de la start-up Gamma, qui vient d'envoyer sa toute première voile solaire dans l'espace. Et puis dans votre talk, nous allons parler des astronautes commerciaux. Une nouvelle population d'astronautes qui peuplera peut-être demain l'espace, un marché au demeurant intéressant pour des entrepreneurs plutôt optimistes qui se proposent de les former. Vous allez en rencontrer en plateau aujourd'hui. Alors, quelles sont véritablement les opportunités envisageables sur ce nouveau marché? Nous allons poser la question à nos invités. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité sur Bismart. C'est un fait, nous sommes dans une course à l'espace. Ce sont les mots de Bill Nelson au sujet de la Chine. Dans un entretien accordé au magazine Politico, le directeur de la NASA a fait part de ses inquiétudes quant aux ambitions spatiales de la Chine, notamment concernant la Lune. L'administrateur américain met en garde sur les intentions de l'agence spatiale chinoise. Je cite: il est vrai que nous ferions mieux de vérifier que la Chine ne s'empare pas d'une partie de la Lune sous prétexte de recherche scientifique. Il n'est pas totalement impossible, ajoute-t-il, qu'ils nous disent ensuite « allez-vous-en ». Nous sommes ici et c'est notre territoire. Des mots forts du directeur de la NASA qu'il avait déjà prononcé il y a quelques semaines. Un scénario plutôt pessimiste mais qui traduit la compétition acerbe qui se livrent les États-Unis et la Chine aujourd'hui dans la course à l'espace. Il faut dire qu'entre ses succès, notamment sur la face cachée de la Lune et la construction de sa propre station spatiale orbitale, la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance spatiale au monde. Les deux adversaires prévoient d'envoyer des hommes et des femmes sur la Lune et d'y établir une base permanente. Quid alors des relations internationales autour de la recherche, mais surtout de l'appropriation de ressources minières, pour ne citer que cet exemple. Autre actualité, le 8e satellite de l'entreprise rennaise Unseen Labs a réussi sa mise en orbite. BRO-8, un mini-satellite dédié à la détection et la géolocalisation des navires depuis l'espace. Il s'est envolé à bord de la mission Transporter 6 de SpaceX ce mardi avec une centaine d'autres charges utiles. La communication avec le satellite a été établie avec succès quelques heures après le lancement et les nouveaux satellites ajoutent des capacités essentielles à la constellation d'Unseen Labs, selon Clément Gallic, le cofondateur, qui se traduit par des analyses évidemment plus approfondies. Alors Unseen Labs va continuer d'augmenter ses capacités en orbite pour atteindre une constellation de 20 à 25 satellites indépendants dédiés, évidemment, je le rappelle, à la géolocalisation des navires depuis l'espace. Et puis, Unseen Labs n'était pas la seule start-up française à embarquer sur ce vol, le vol de SpaceX cette semaine. La voile solaire de la start-up Gamma, elle aussi, a réussi sa mise en orbite. C'est la toute première mission dans l'espace pour la jeune start-up. C'est la première voile française aussi, et même européenne, à rejoindre l'espace. Il en exclut évidemment les prototypes de voiles déployés pour la désorbitation des satellites par freinage. Alors nous avons en ligne, c'est votre call actu, vous le savez, Louis de Gouillon-Matignon, fondateur de la start-up Gamma. Louis de Gouillon-Matignon, est-ce que vous m'entendez? D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner une première réaction après ce tout premier envoi pour votre start-up? Merci beaucoup Cécilia, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a regardé le 3 janvier le décollage à 15h45 heure française de la fusée Falcon 9 sur la mission Transporter 6 qui transportait notre petit satellite Gamma Alpha, qui je le rappelle est un satellite de la taille d'une boîte à chaussures, un CubeSat 6 unités, pesant 12 kg. Donc on était tous derrière nos écrans. J'avais beaucoup d'amis à travers la France qui suivaient le lancement. J'ai reçu beaucoup de news sur WhatsApp et sur tous les réseaux, donc j'étais très heureux. Et toute l'équipe était bien évidemment heureuse et, satisfaite d'avoir pu réaliser cette mission, qui est une mission assez complexe, dont on peut parler sur la partie technique. C'est vrai que c'est un peu une prouesse pour la France et aussi pour l'Europe, puisque c'est la première voile solaire qui part dans l'espace, qui est entièrement financée par une entreprise privée,
privé, bien qu'il y ait aussi du financement public dans notre activité. Et petit détail qui est quand même assez important pour nous, on a eu la chance, dans le cadre de cette première mission, de recevoir du sponsoring, donc une espèce de premier client, via le groupe CMA-CGM, l'acteur de la logistique basé à Marseille. Donc nous sommes très heureux, c'est vraiment un grand succès. Tout est nominal et hier, dans la soirée, nous avons reçu les premières télécommunications avec le satellite. Nous avons reçu les premières recettes en vol, donc tout est nominal. Le satellite a été mis à poste à 538 km d'altitude et maintenant, nous allons commencer les différentes opérations. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Quand est-ce qu'on va la voir se déployer, cette voile solaire? Alors, on va prendre un petit peu de temps avant de la déployer, puisqu'on a la chance, via le CNES, de participer à un vol A300-0G qui fait des paraboles et qui recrée un petit peu les situations de microgravité dans un avion. On va utiliser ce vol pour tester certains de nos algorithmes de déploiement, pour pouvoir déployer dans les meilleures conditions. On envisage de déployer à partir du printemps, donc entre la fin mars et le début avril, notre voile solaire. Et c'est vrai que c'est une opération qui est très particulière, puisque pour que les gens comprennent, donc la voile solaire, c'est vraiment une espèce de super grande surface qui est déployée dans l'espace. C'est un petit peu le matériau comme les couvertures de survie, sauf que là, c'est beaucoup plus fin, c'est 2,5 microns d'épaisseur. Pour rappel, un cheveu, c'est 50 à 100 microns, donc là, on est vraiment sur un matériau ultra fin. Et ce matériau, dans l'espace, se déploie via la force centrifuge, via le spin que l'on va donner à notre satellite. Donc c'est vrai que c'est une opération très technique, très critique pour nous, et on souhaite mettre toutes les chances de notre côté. C'est la raison pour laquelle, là, on va attendre un petit peu, on va tester nos différents algorithmes à partir du mois de mars dans un vol A300-0G via le CNES, et nous déploierons la voile dans la foulée, au mois d'avril, au printemps, pour vraiment montrer notre capacité, une fois encore, je répète, à savoir maîtriser le déploiement de super surfaces dans l'espace. C'est vraiment ça la force de Gamma, c'est les voiles solaires et les super surfaces dans l'espace. Qui va opérer ce déploiement pour qu'on ait un peu plus de détails et puis qu'on puisse se préparer à ce grand événement? Alors, la voile solaire de Gamma, Gamma Alpha, a été développée via 3 entreprises. Une entreprise française, Gamma, la nôtre, qui a déployé vraiment toute sa force pour pouvoir vraiment travailler sur le contrôle de la voile, sur son déploiement et sur sa structure. Une entreprise lituanienne qui nous a fourni ce qu'on appelle le bus satellitaire, c'est-à-dire la plateforme qui accueille tous les subsystèmes et dans laquelle la voile solaire vient s'encastrer. Et enfin, une société américaine qui nous a fourni le matériau, ce qu'on appelle le CP1, qui est un matériau ultra fin et que l'on a notamment pu voir sur le James Webb Space Telescope. Si l'on observe bien ce satellite qui est parti l'année dernière, on se rend compte qu'il y a des espèces de grandes toiles d'aluminium, d'espèces de matériaux, c'est un polymère aluminisé qui protège le satellite. Donc voilà, on a été 3 entreprises à travailler sur le projet et en réalité, toutes les opérations à partir de maintenant sont confiées d'une part à nous pour le contrôle et le déploiement de la voile solaire et d'autre part à Nano Avionics pour suivre le satellite depuis le sol et nous donner les informations. On travaille en tandem et l'opération va se faire d'ici quelques mois, l'opération de déploiement. Pour rappel, c'est 73,5 mètres carrés de voile solaire qui sont stockés dans un CubeSat 6U. Donc pour que les téléspectateurs comprennent, il s'agit d'une petite boîte à chaussures qui va déployer une surface qui est aussi grande qu'un two-bedroom apartment, comme les Américains le disent souvent. Voilà. Merci beaucoup Louis de Gouillon-Matignon d'avoir répondu au Call Actu aujourd'hui pour réagir sur votre actualité et le lancement de votre tout premier satellite chez Gamma. Je rappelle que vous êtes cofondateur justement de la start-up Gamma. Merci, voilà pour l'actualité. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart. Thomas Pesquet, Franck Rubio, Samantha Cristoforetti. Ces noms, vous les connaissez. Ce sont les noms des hommes et des femmes astronautes qui parcourent l'espace aujourd'hui pour le compte de la NASA et de l'ESA. Une poignée d'hommes et de femmes durement sélectionnés pour porter haut les couleurs de leur nation. Mais demain, la population en orbite pourrait augmenter pour accueillir de nouveaux astronautes, les astronautes commerciaux. Alors, qui sont-ils et à quels besoins vont-ils répondre? Nous allons essayer d'obtenir ces réponses avec nos invités aujourd'hui. Stéphanie Lizzie-Destré, cofondatrice de Spaceflight Institute, est avec nous à distance. Une start-up qui vient d'être révélée au grand jour et qui se propose de former justement des astronautes commerciaux. Bienvenue dans Smart Space, Stéphanie. Bonjour. Alors Christophe Bonal est avec nous aussi en plateau, senior expert au CNES et également ingénieur et spécialiste des sujets de tourisme spatial et de vols commerciaux. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci, bienvenue et bonne année. Alors merci beaucoup. Alors justement, on parle de tourisme spatial. C'est vrai qu'on a d'abord dû se faire à l'idée du tourisme spatial et des touristes spatiaux qui viennent s'ajouter aux astronautes que nous connaissons bien. Quelle est la distinction aujourd'hui entre cette population
population de touristes spatiales et les astronautes commerciaux. Je crois que la définition proprement dite de l'astronaute commercial, c'est celui dont la mission n'est pas payée par une institution. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les astronautes, traditionnellement, leur mission était payée par les agences, les pays. Puis petit à petit, mais finalement, il commençait à y avoir des missions commerciales, c'est-à-dire qui n'étaient pas payées par des agences. Les premiers exemples vraiment orbitaux, c'était Denis Tito, en 2001, il avait un petit peu d'argent, et qui, sur ses fonds, a payé une mission d'une $20 millions propre, voilà, pour faire une mission spatiale. Alors, dans le cas particulier de Denis Tito, c'était du tourisme, au sens que réellement, il était dans la station et il a passé une semaine, 8 jours, le nez collé contre le hublot, à regarder dehors et à surtout ne rien faire. Et donc, il le disait très clairement, je suis là pour en profiter. Dès le deuxième, la question était plus complexe. Le deuxième, c'était Mark Shuttleworth, un jeune sud-africain, et donc qui a fait comme Denis Tito, mais lui, il s'est dit, non, mais quand je vais monter là-haut, quand même, je vais faire quelque chose. Et il a bossé comme un fou. Il est monté là-haut avec un tas d'expériences, notamment médicales, sur le sida, etc., etc. Il a bossé, il a forcé l'admiration de tout l'équipage de l'ISS qui est venu l'aider, Et donc là, si vous voulez, déjà, depuis ce jour-là, on ne parle plus de touriste, parce que Mark Shuttleworth, ce n'était pas un touriste, c'était un astronaute commercial, si vous voulez. Donc commercial, sa mission n'était pas payée par une société particulière ou quoi que ce soit, mais ce n'était plus du tourisme. Donc, votre question est un piège. Quelle est la frontière entre l'astronaute commercial et le touriste ? Stéphanie, est-ce que votre définition correspond à celle de Christophe Bonnel en matière d'astronaute commercial ? Ah, Stéphanie, alors on vous a perdu Stéphanie. Je suis toujours là. Super, on vous écoute Stéphanie. Oui, alors je voulais compléter effectivement la description de Christophe parce que effectivement la notion d'astronaute commercial, elle est vraiment liée au financement. Les astronautes commerciaux sont des professionnels qui ont pour objet d'aller dans l'espace pour accomplir leur métier, pour travailler, alors que les touristes y vont pour leur loisir. Donc c'est vrai que les exemples que Christophe a donnés sont très justes. Moi, j'aimerais aussi citer la personne que je considère comme étant le premier astronaute commercial, qui est en fait le premier astronaute japonais, qui était un journaliste qui a été envoyé par son entreprise TBS pour faire un vol de 14 jours dans l'ISS et dans l'espace pour faire une émission en fait. Et donc là, on voit bien qu'on est sur un professionnel qui va pour accomplir son travail en tant qu'astronaute, mais financé par des fonds privés, comme le souligne Christophe. Avec un peu de chance, Bismart aura la même idée. Le pauvre, il avait un petit peu manqué d'entraînement, et donc il a été malade pendant tout son déplacement, tout son voyage. Donc il a besoin des services de Stéphanie. Alors est-ce qu'on peut, on va revenir justement sur les services que vous proposez avec Spaceflight Institute. Est-ce qu'on peut poser le cadre en fait ? Pourquoi aujourd'hui on parle d'astronautes commerciaux ? Là on comprend bien qu'il y a des initiatives personnelles ou alors d'entreprises. Ce sont des cas extrêmement exceptionnels. Dans quel contexte économique s'inscrit ce nouveau marché dont on parle aujourd'hui ? Je pense que c'est un mouvement inéluctable et qu'on observe depuis toujours, qui est les agences, les institutions défrichent, développent les moyens pour conquérir petit à petit. Alors c'est vrai en spatial, mais c'est vrai ailleurs également. Et puis une fois que la situation est bien maîtrisée, elle la passe naturellement aux commerciaux, aux industriels, aux privés. Je dirais dès qu'il y a moyen d'avoir un retour sur investissement, ça glisse naturellement vers le privé. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Si je prends l'exemple du CNES, par exemple, on a fondé énormément de nouveaux projets, de nouvelles activités. Je pense à Ariane Espace, Spot Image. Enfin, je crois qu'on a une cinquantaine d'exemples comme ça, qui, dès qu'ils marchent, on les lâche.
C'est pareil avec la NASA. Si vous regardez la NASA, donc la NASA a fait évidemment tout le développement de l'homme dans l'espace, enfin l'humain dans l'espace, en orbite basse et autres. Et puis petit à petit, quand on commence à comprendre que finalement ça marche, c'est des techniques qu'on maîtrise, elle passe. Donc elle a très fortement soutenu avec des gros contrats commercial cargo and commercial crew programme. Et donc elle a fortement soutenu ça de manière à laisser la main complètement au privé. Donc aujourd'hui, c'est ce qui explique l'émergence d'un SpaceX avec ses Crew Dragon et les cargos. Quoi. Donc dans ce contexte, si je comprends bien, Stéphanie, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va avoir besoin, en tout cas ces sociétés privées qui émergent aujourd'hui dans le secteur spatial, vont avoir besoin de personnel formé dans l'espace? Oui, alors je voudrais juste compléter par rapport à ce que disait Christophe. Effectivement, la tendance est de les agences défrichent et les entreprises commerciales ensuite mettent en œuvre de manière plus large, plus élargie. Mais on est actuellement dans une période qui est tout à fait propice à ce transfert-là, puisqu'on a une véritable privatisation de l'espace, donc avec les exemples que Christophe a cités, mais on a des nouvelles initiatives, comme par exemple la volonté d'avoir des ballons stratosphériques aussi, donc des nouvelles approches. On a également des émergences de projets, d'avoir des stations privées, et la volonté d'avoir une nouvelle économie. Et à ça répond, notamment dans la jeune génération, une envie, une ambition et un intérêt pour le vol habité qui apparaît comme... C'est une génération qui apparaît comme décomplexée et en se disant on peut y aller. Donc c'est vraiment une période qui est propice. Après, pour revenir sur la question de la formation, tout à l'heure, Christophe le citait, le premier astronaute japonais avait très peu subi de formation et il a été très malade. Et effectivement, actuellement, les touristes spatiaux, ils ont des formations très légères. Et donc, quand c'est un vol suborbital ou un vol de quelques jours, et ben, ils vont avoir besoin dans la station de l'aide des équipages. Mais si on y va pour travailler, au contraire, ces astronautes commerciaux, c'est à eux de prendre en charge, en fait. Et alors, de quel travail on parle précisément, Stéphanie? Il faut qu'on arrive à se figurer quand même. On est on est vraiment dans la projection, là, pour le coup. Hein. Complètement. Oui et non. Alors, pourquoi je dis oui et non? Les métiers dont on parle, on peut avoir effectivement des métiers qui sont très similaires des astronautes professionnels des agences actuellement, c'est-à-dire des pilotes, des commandeurs, hein, mais aussi des médecins. Mais si on va plus loin dans la projection et si on va même juste à une habitation permanente, sur une installation permanente sur la Lune, on peut s'approcher des bases comme on peut avoir en Antarctique, où on a une grande partie des métiers qui existent. Donc, pour la maintenance de la station, pour la vie des équipes. Donc, on va avoir toutes sortes de métiers, mais également, on le disait aussi, au niveau des journalistes, des autres métiers artistiques, etc. Donc, le marché est en plein développement et est en train de se créer. Donc, je pense que même en se projetant, on n'arrive pas à identifier l'ensemble des métiers possibles. Donc, ça consiste en quoi, en fait? L'idée, c'est de former sur la demande des entreprises privées, mais est-ce que c'est rentable? C'est-à-dire que là, on parle d'investir dans une ressource humaine, un coût assez considérable. Vous pourrez peut-être nous donner un exemple de vos coûts, Stéphanie. Est-ce que c'est rentable? Il est clair, si c'est pas rentable, ça se fera pas. Ça, c'est très clair, il n'y a pas de... Par contre, après, je prends l'exemple, par exemple, de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, pendant sa première mission, en 6 mois, il avait 50 expériences scientifiques. 50, il a bossé comme un fou. Vraiment, c'était vraiment le scientifique dans son labo, etc. Ça, c'est tout à fait le type de métier qu'on peut projeter pour un commercial. Et qui monte pour une société, je sais pas, société pharmaceutique et autres. Donc là, à partir du moment où il y a réellement une activité qui ne peut se faire que là-haut et que c'est dans l'intérêt, là, à ce moment-là, ça se fait. Et c'est là où, par contre, il faut les former particulièrement bien, puisqu'ils y feront leur métier naturel, extrapolé là-haut, mais avec toutes les contraintes
contrainte Bien sûr. complémentaire. Et alors, combien ça coûte de former, Stéphanie, une personne avec autant de compétences? Alors effectivement, nous, ce qu'on propose, on a tout un catalogue de formations, puisque la formation phare, c'est la formation astronaute commercial, mais on a aussi d'autres formations pour les gens qui sont en support de ces activités-là. Donc là, votre question, elle porte plus sur la formation pour l'astronaute commercial, c'est ça? Oui. Oui, Stéphanie. Oui. Combien ça coûte si on veut envoyer demain un manutentionnaire dans l'espace, par exemple? Pour le former. Pour le former, évidemment. Voilà, donc nous, la formation que l'on souhaite mettre en place, elle est sur une durée d'une année, avec un volet théorique, un volet accompagnement et un volet entraînement. Et donc, on est sur le coût qui correspond à la formation à peu près d'un pilote d'hélicoptère ou d'un pilote d'avion commercial. Donc, on est sur entre 100 et 150 000 euros minimum. Et donc ça, c'est des prix qui pourraient exister dans un marché florissant. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un élément qui est important de comprendre, c'est les besoins au niveau des astronautes. Maintenant, ce qu'on demande à un astronaute a bien diminué par rapport à il y a 20 ans ou autre. Je me parlais l'autre jour avec Jean-François Clairvoy. La sélection ne se fait plus. Enfin, il n'y a plus de chambre de torture. Avant, il y avait les tabourets tournants qui étaient l'enfer et autres. Ça ne se fait plus. La sélection, par exemple, des nouveaux astronautes a l'air d'avoir été rude quand même, cependant. Au niveau européen, on continue à être assez strict, mais par contre, sinon, moins. En fait, très clairement, on n'est plus du tout dans l'étoffe des héros de l'époque. Néanmoins, donc il faut vraiment l'entraînement complet de base, notamment pour tout ce qui est sécurité. Vraiment fondamental. Qu'est-ce que je fais? C'est nos théorèmes de base qui sont extrêmement connus. Tout ce qui peut aller mal ira mal, à un moment ou à un autre. Et le truc le plus tordu qu'on puisse imaginer, de toute façon, arrivera. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et c'est là où il faut avoir une sacrée bonne formation de base. Mais alors, quel rôle vont jouer les agences dans ce nouveau paysage? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les agences qui forment les astronautes commerciaux. C'est très important de comprendre. Tout ce qu'on a raconté là, pour le moment, c'est en orbite basse. Et c'est vraiment dans la perspective du remplacement de la station internationale, l'ISS. L'ISS, en principe, alors c'est variable, mais l'ISS devrait être désorbité vers fin 2030, à peu près. Et donc là, à ce moment-là, on passera complètement la main au niveau de l'occupation des orbites basses à des stations privées. Excepté pour la station chinoise. Pardon, oui, tout à fait. Une station chinoise, il y aura peut-être une station indienne aussi, parce qu'ils sont en train de travailler bien là-dessus. Mais je veux dire, au niveau du remplacement proprement dit de l'ISS, si vous voulez, là, donc il y a un gros contrat américain, CLD, Commercial Low Earth Orbit Development, et qui concerne pour le moment 4 projets de stations autonomes. Alors, il y en a une qui va commencer en étant greffé sur l'ISS. Oui, Axiom. Axiom, voilà. Donc ce sera une espèce d'hôtel, en fait, de luxe dans l'espace. C'est là qu'on comprend aussi les métiers qui pourront dessiner quand vous regardez l'intérieur, on dirait un petit cocon. Tout. Donc il faudra des hommes et des femmes là-haut, en fait, pour faire le service aussi, pour accompagner, pour encadrer, pour protéger, pour un médecin privé. Si on regarde, par exemple, la première mission d'Axiom, justement, donc la mission Axiom 1, donc ils étaient 4, dont un... J'hésite à dire professionnel tellement il est professionnel. Michael Lopez Alegria, c'est l'un des astronautes les plus chevronnés historiquement de la NASA, avec 5 missions, 10 EVA et tout. Et c'est lui qui a cornaqué son équipe de 3 commerciaux. Donc, on comprend bien le besoin qu'on pourra rencontrer aujourd'hui. On peut dire aussi un mot sur le fait qu'il y a déjà de la concurrence dans ce secteur, Stéphanie. On a une société française aussi qui propose des services similaires qui s'appelle Orbit, cofondée par Nicolas Gomme. Est-ce que ça veut dire que vous risquez d'être dans un secteur concurrentiel ou on en est loin ? Je pense que c'est un secteur qui est très concurrentiel. Ensuite, les initiatives, celles dont vous citez, ne sont pas tout à fait la même approche. C'est-à-dire que celle qui est proposée par Nicolas Gomme, si j'ai bien compris, c'est la création d'un centre d'entraînement, donc une installation, alors que nous, on est sur un programme de formation. Donc, et on pourrait travailler avec eux
en achetant les services de leur centre d'entraînement. Et d'ailleurs, c'est là qu'on en revient à ce sujet des agences qui pourraient, à leur tour, solliciter vos services, les services d'Orbit par exemple. Est-ce que c'est ça le modèle de demain si on se projette? Ce sont les agences spatiales. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Agence spatiale européenne, mais il y a les agences nationales. Beaucoup se développent, on en crée plusieurs par an, qui pourraient avoir besoin en fait de services privés. Et on privatiserait la formation d'astronautes nationaux? On peut tout à fait l'imaginer, oui, absolument. Mais une fois de plus, donc, on parle des orbites basses. Là, on cadre bien le besoin. Par contre, ce qui intéresse les agences, naturellement, c'est, vous le suivez quotidiennement, c'est la Lune, c'est Mars, c'est l'exploitation minière des astéroïdes et autres. Donc c'est aller plus loin. Et ça, aller plus loin, ça demande des compétences différentes, ça demande des entraînements différents, ça demande il y a des contraintes complètement différentes. Et à mon avis, qui continueront à se faire par les agences tant que ce ne sera pas devenu de la routine. Alors j'aime pas beaucoup le mot routine avec le spatial. Ça dépendra de l'évolution technologique, des moyens technologiques, absolument, sécuriser l'automatisation. Là, si vous voulez, tout ce qui est vraiment bien démontré, fait, etc. Bon, là, on peut tout à fait déléguer. Par contre, à partir du moment où on est dans un domaine où on explore, et donc la Lune, on sait y aller, mais bon, c'est de l'exploration. Les astronautes commerciaux ne seront pas les explorateurs de l'espace. Voilà, à mon avis, non. À mon avis, non, pas dans un premier temps. En tout cas. Par contre, naturellement, à nouveau, dès que ça deviendra une activité classique et avec un retour sur investissement, là, ça le deviendra. Je prends un exemple quand même assez hypothétique, c'est l'exploitation minière de la Lune. Bon, on commence d'abord par de l'exploration, on creuse, on voit, est-ce qu'on est capable de le faire? Ça, c'est du rôle d'agence. Après, on développe une activité sur place, voilà, on va commencer à passer la main, et puis par contre, l'exploitation, le mineur de fond de base sur la Lune dans 20 ans, là, a priori, il est privé, évidemment, il est commercial. Stéphanie, quand est-ce que vous allez pouvoir démarrer votre formation? Est-ce que vous avez déjà des commandes aujourd'hui? Alors, notre objectif est de démarrer en fin 2023 avec le premier de vos formations, donc la partie vraiment théorique. Après, oui, on a plutôt des individus qui sont intéressés, donc qui nous ont contactés, et on devrait avoir une cohorte suffisante pour démarrer dès que possible. Est-ce qu'on a un nombre, à peu près de combien de personnes vous pensez pouvoir former par an? Alors, on s'est donné comme objectif c'est plutôt une fourchette qu'on s'est donnée comme objectif de faire des formations minimum avec entre 5 et 8 personnes parce que tout le travail sur le travail d'équipe, la cohésion, le développement de la communication, l'entraide, ça ne peut se faire qu'avec des promotions suffisamment importantes, mais avec un maximum, alors là c'est ma casquette d'enseignant-chercheur, je dirais, un maximum de 30 parce que ça peut pas, après on dépasse... C'est comme à l'école, les classes de cours ne peuvent pas être surchargées, effectivement. Je rigole parce que c'est tout à fait ça. C'est vraiment Stéphanie, avec toute son expérience de super-héros. Bien sûr. On reconnaît la formation super-héros. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger aujourd'hui avec nous sur ce sujet passionnant que sont les astronautes commerciaux. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette toute première émission de l'année. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.